Son portrait est présent partout en Chine et là-bas, certains lui vouent un véritable culte. Pour le régime chinois, il est le père fondateur de la Chine moderne. Alors je parle bien sûr de Mao Zedong et j'imagine que peu d'entre vous le connaissent vraiment, ainsi que son histoire. Alors approchez-vous mes brèmes du Wuchang, tout au long de son règne, Mao a commis les pires atrocités pour se maintenir à la tête du pays. Il a créé un véritable mythe autour de ses victoires militaires pour créer un solide culte de la personnalité qui perdure encore de nos jours. Il a mené une politique totalement irraisonnée qui a causé la plus grande famine de l'histoire de la Chine et la mort de 35 millions de Chinois. Il a plongé aussi le pays dans l'anarchie la plus totale en utilisant une jeunesse violente qui l'adulait comme un dieu afin d'éliminer tous ses opposants. Et durant toute cette période, Mao a caché au peuple sa vie faite de luxe et de débauche entre festins secrets et pratiques sexuelles douteuses. Bien entendu, ses médecins ont menti au peuple pour ne pas dévoiler les aspects les plus dégoûtants de son hygiène et de son état de santé catastrophique. Ces généraux ont couvert des stratégies militaires désastreuses qui ont coûté très cher à la Chine. Bref, pendant des années, le régime chinois a passé sous silence la vie intime dissolue et les erreurs graves commises par Mao à la tête du pays. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir quel homme monstrueux se cache derrière celui que certains considèrent encore comme un héros national. Mais alors, comment d'un simple enfant de fermier, il a pu devenir un dirigeant aussi sanguinaire? Et bien pour le savoir justement, plongeons-nous dans son enfance. Mais avant de parler de son enfance, là, petit fun fact quand même sur Mao Zedong. En fait, c'était un grand fan de thé et notamment du thé jaune de l'île de Zhongshan dont il raffolait. En fait, c'était un thé super rare et très réputé pour sa qualité exceptionnelle et que buvaient apparemment déjà les anciens empereurs de Chine. Et justement, en parlant de thé, ce serait peut-être pas l'occasion parfaite de parler de Oli. Alors si vous connaissez pas, c'est une marque de thé glacé et de boissons énergisantes en poudre et qu'on mélange directement avec de l'eau. Je dévisse ça, hop là, et je retire le sachet. Alors c'est super pratique parce qu'il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de taurine et Oli utilise des arômes et des colorants naturels. On est donc clairement sur une boisson healthy. Et donc, si vous avez un petit coup de mou, vous pouvez tester leur boisson énergisante qui est à base de New Caf par exemple. En fait, c'est un type de caféine plus efficace dans le temps. C'est évite d'avoir, vous savez, les petits crashs au bout d'une heure ou deux, une fois qu'on a bu son café et on commence à avoir un coup de mou. On secoue et quelques secondes après, du coup, c'est directement prêt. Moi, personnellement, depuis qu'on a commencé à bosser avec Oli, je consomme fréquemment leur gamme Iced Tea. Alors notamment avec une petite préférence pour le Peach Black Tea. Donc si vous voulez aussi découvrir les produits Oli, vous pouvez tester les packs découvertes qui contiennent 14 sachets de 7 saveurs différentes. Et avec mon code PoissonFécond5, ça vous coûtera que 19,99 €, donc c'est plutôt rentable. D'ailleurs, si vous êtes déjà client chez Oli, vous pouvez bénéficier de 10% de réduction sur toutes les autres commandes avec le code PoissonFécond. Et en plus, en cette fin d'année, vous pouvez aussi choisir de vous offrir leur calendrier de l'Avent découverte qui vous permet en fait de tester tous les goûts ainsi que de recevoir directement une bouteille en verre. Et en plus, chaque commande qui contient au moins l'un de mes 2 codes promo sera passé dans un tirage au sort pour gagner un an de produits Oli pour une valeur de 300 balles. Quant à nous, il est grand temps de nous plonger un peu plus dans l'enfance de Mao Zedong pour comprendre comment il a pu devenir le dictateur sanguinaire qu'on connaît aujourd'hui. Mao Zedong, sachez-le, mais il est né le 26 décembre 1893 à Shaoshan, dans la province du Hunan au sud de la Chine. Vous voyez, c'est par là. Bon, en tout cas, à l'époque, la Chine c'est un pays extra pauvre et dont certains pays étrangers voudraient conquérir les territoires, comme par exemple le Japon. La Chine est frappée par les révoltes contre l'empereur de l'époque, ainsi que de maladies et de famine. Ça va pas fort, c'est pas simple de vivre à cette époque là-bas. Et Mao, lui, il a plutôt la chance de naître dans une famille de paysans plutôt aisés. En fait, son père, lui, c'est un riche propriétaire terrien, et sa mère, une femme discrète qui passe ses journées à étudier le bouddhisme. Bref, sa famille possède assez d'argent pour lui permettre d'aller à l'école, ce qui est quand même assez rare à l'époque. Et là, Mao, à l'école, il développe un grand goût pour la lecture et la calligraphie, donc l'art de dessiner les lettres chinoises, qui peuvent être très esthétiques. Mais bon, au fil des années, son père commence à être saoulé et il va vouloir qu'il arrête ses études pour travailler à la ferme. Pire que ça, mais le papa veut le forcer à se marier alors qu'il n'a que 14 ans. Bon, après vous dites, c'est chaud, mais en vrai, c'est la tradition du mariage arrangé. On marie ses enfants en échange de terres agricoles et d'argent entre les deux familles. Sauf que Mao, lui, il se montre déjà rebelle et il refuse d'abandonner ses études et du coup, il n'accepte pas de se marier. Bon, son père, il a aussi de la poigne et il l'oblige quand même à se marier et donc Mao n'a d'autre choix que de se barrer du foyer familial pour rejoindre là la capitale de la province du Hunan, Changsha. Alors en tant qu'étudiant, Mao, il est quand même assez médiocre, et notamment il est nul dans les langues étrangères. D'ailleurs, il n'arrivera jamais à apprendre l'anglais. Et de plus, en fait, ses profs le décrivent quand même comme un garçon assez insolent. D'ailleurs, il paraît qu'il avait peu d'amis et il passait son temps à martyriser ses camarades de classe. Un petit peu une petite brutasse, quoi. D'ailleurs, vous verrez avec moi bien plus tard qu'il va pas abandonner ce trait de caractère. Mais bon, quoi qu'il en soit, Mao parvient à continuer ses études tout en travaillant comme assistant dans une bibliothèque. Puis, à l'âge de 25 ans, il déménage pour finir
ses études à Pékin. Et c'est dans cette ville-là que son destin va se jouer. Parce que là, Mao Tse-tung est dégoûté par les abus des autorités contre les étudiants dans son université. Il en a marre de ça. Il se lie alors d'amitié avec des gens communistes assez radicaux et il va se mettre alors à lire des ouvrages marxistes et à participer à des réunions d'étudiants révolutionnaires. Un peu de temps après, là, Mao va rentrer pour la première fois dans l'action en participant à une grande manifestation étudiante contre une appropriation d'une province chinoise, la Mandchourie. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler, vous voyez, c'est ici sur la Chine. Et en fait, c'est tout simplement les Japonais à la suite de la Première Guerre mondiale qui voulaient choper la Mandchourie parce que c'était quand même pas très loin, c'était sympa pour eux quoi. Mais bien entendu, la Chine ne voulait pas. Cette manif, qui est surnommée le mouvement du 4 mai, va au-delà de juste cette petite question de colonisation par le Japon. En fait, Mao et ses amis, ils veulent surtout lutter contre les vieilles traditions, le pouvoir des hauts fonctionnaires corrompus et aussi pour l'égalité homme-femme. D'ailleurs, leur petite révolte, c'est simple, elle est sévèrement réprimée et il y a 1500 étudiants qui sont capturés, puis qui sont un peu libérés avec la pression populaire. Bref, après cet épisode, Mao, qui a alors 28 ans, décide de consacrer sa vie à la lutte révolutionnaire. Et d'ailleurs, pour lui, ça va être le départ d'une grande aventure faite de manipulation politique, de rivalité sanglante et de combats très violents jusqu'à ce qu'il accède au pouvoir. Alors vous voyez, quand on plonge dans l'histoire de Mao, il arrive parfois de trouver des choses vraiment surprenantes et méconnues. Et c'est alors là que je vais vous révéler un premier secret sur Mao qui a été sagement gardé, un parmi tant d'autres. Parce que là, si je vous disais que Mao, eh bien, il avait failli faire ses études en France. En fait, c'est quand même très méconnu dans son histoire, mais durant ses études, il a participé à un programme voyage-travail à destination de la France. En fait, à l'époque, ce sont à peu près 4000 jeunes intellectuels chinois qui sont venus étudier et travailler en France. Et parmi eux, tous les amis de Mao se sont retrouvés à Montargis, qui est une ville au sud de Paris. Mais malheureusement, Mao, lui, il fera pas partie du voyage. Et d'ailleurs, en fait, les historiens pensent que c'est parce qu'il avait pas assez de thunes et surtout, comme on l'a vu, en gros, il était quand même assez nul pour apprendre les langues étrangères. Donc s'il avait du mal avec l'anglais, qu'est-ce que ce serait avec le français? Bon, en tout cas, pendant ce temps-là, quand ses amis sont en France, eux, ils vont se lier d'amitié avec de jeunes Français, chez qui les idées communistes gagnent aussi un petit peu du terrain. D'ailleurs, ses amis chinois finissent par créer un collectif communiste à Montargis, directement. Et ils ont invité alors Mao, qui restait en Chine, à faire pareil. Et c'est à ce moment-là que lui, il va créer alors le Parti communiste chinois avec des étudiants de Shanghai. Et ça en 1921. Du coup, les origines, la naissance du Parti communiste chinois viennent de la France. Sauf que si on revient quand même à nos moutons, le problème c'est qu'en Chine, le gouvernement, il est quand même moins libéral qu'en France. Du coup voilà, les idées nouvelles, c'est pas trop leur truc, ce qui fait que Mao va devoir organiser de manière clandestine ses premiers congrès de son petit parti communiste. Et faut le savoir, mais à ce moment-là, du coup en Chine, il y a un parti au pouvoir qui dirige tout d'une main de fer, et c'est le Kuomintang. Et là, Mao, il aime pas du tout ce parti, mais il n'a d'autre choix que de s'allier avec eux pour essayer de gravir les échelons, et un petit peu s'infiltrer dedans. Et ça fonctionne parce qu'il est à ce moment-là nommé membre officiel du bureau du Parti nationaliste. Sauf que leur petite alliance, elle va pas durer longtemps. Parce qu'en effet, quelques années après, le chef du Kuomintang meurt et il est remplacé rapido par un petit chef de guerre tyrannique, un certain Chiang Kai-shek. D'ailleurs, Mao ne le sait pas encore, mais ça va devenir, lui, son pire ennemi. Parce que, en effet, comme il est avide de pouvoir, Chiang Kai-shek va d'abord éliminer les dirigeants des grandes villes et prendre leur place. Pour Mao, c'est la fin de sa collaboration avec le Parti nationaliste, donc ceux qui sont au pouvoir, et ça va être le début d'une guerre civile sanglante. Alors entre-temps, Mao, il rentre quand même dans sa campagne natale pour se reposer. Et à ce moment-là, d'ailleurs, il prend vraiment conscience que les paysans, ils souffrent encore plus que les ouvriers des villes. Du coup, tant qu'à faire, il profite de ce petit moment à la campagne pour propager ses idées révolutionnaires. Et alors, il parvient à constituer des groupes communistes dans toutes les campagnes chinoises. Et en vrai, du coup, il est pas mauvais à ça puisque rapidement, il réussit à former une armée de 130 000 hommes. Et tout ça pour combattre les 400 000 soldats nationalistes de Chiang Kai-shek. Et d'ailleurs, on appelle l'armée qu'a fait Mao l'armée populaire de libération. Et là, les deux armées finissent par s'affronter et en vrai, c'est le drame. En fait, ça marche pas du tout. La petite armée faite de paysans, même s'ils étaient beaucoup, ils font pas le poids par rapport à l'armée nationaliste et ils se font ravager. Que ce soit dans les grandes villes ou même dans les campagnes, ils sont décimés. Honnêtement, ils étaient quand même très mal équipés, ils étaient pas trop préparés. Leurs armes étaient vieillottes, leurs vêtements étaient abîmés, ils avaient hyper faim, ils avaient pas de munitions. Et d'ailleurs, la légende veut que pour motiver ses troupes, Mao, qui fumait comme un pompier, promettait à ses soldats des cigarettes à chaque victoire. Ça motive des hommes. Sauf que les victoires en vrai sont quand même super rares comme vous l'avez vu et Mao, il est poussé à fuir vers les provinces du nord de la Chine. Et alors va commencer pour lui ce qui s'appelle la longue marche. À ce moment-là, en fait, le temps est passé. Mao, il a maintenant 40 ans et du coup, il traverse la Chine sur 5000 km avec ses soldats jusqu'à atteindre la province montagneuse de la région du Shanxi. Bon, à ce moment-là, Mao, vous voyez, il est un peu plus âgé et il n'a qu'une seule idée en tête, devenir le grand leader du Parti communiste chinois. Pour y parvenir et devenir le big boss,
Mao va utiliser de la propagande en écrivant sa propre légende. Par exemple, il écrit un poème où il décrit la traversée héroïque d'un pont par ses soldats. En fait, dedans, il raconte que le pont en bois n'avait plus de planches quasiment et que ses soldats l'ont traversé alors qu'ils étaient attaqués par l'ennemi. Dans la réalité, les historiens, ils ont mis la main sur les témoignages des soldats et ils affirment qu'en fait, le pont, ça allait, il était à peine abîmé et puis il y avait surtout pas d'ennemis dans le coin. C'était un peu romancé D'ailleurs, petite lubie de Mao, mais il voulait montrer qu'il partageait les conditions de vie un peu dures de ses soldats. Et du coup, il refusait qu'on lui installe des toilettes dans les campements. Et il demandait à ses soldats de l'accompagner pour qu'il puisse faire ses besoins dans les champs. Évidemment, en parallèle de cette longue marche, Mao, il n'était pas aimé par tout le monde, même dans son camp. Il y a des gens qui contestaient ses idées, qui critiquaient ses décisions. Et du coup, là, il va commencer un peu à changer d'attitude. Déjà, il va organiser un truc très simple, c'est la chasse aux traîtres. On trouve tous les traîtres, on les torture, et ça marche tellement bien qu'il a réussi à exécuter environ 10 000 hommes. Et d'ailleurs, c'est à cette période qu'il va obtenir un petit surnom, c'est le Grand Timonier, qui signifie en fait le Grand Guide. Du coup, il va se mettre en scène sur des photos et des peintures, à cheval, triomphant comme Napoléon, à la tête de son armée. Sauf que en réalité, il a souffert de la malaria pendant la longue marche, et du coup, en fait, il a passé beaucoup de temps alité, porté par des soldats. Et d'ailleurs, les spécialistes estiment quand même qu'à la fin de cette grande marche, Mao n'avait plus que 10 000 soldats. Ce qui est quand même énorme, c'est colossal, mais on est loin des 130 000 du début. Voilà, plus de 90% ont été décimés ou sont morts de X raisons. En tout cas, malgré ce contexte vraiment pas ouf où ils sont en train de fuir de plus en plus vers le nord, Mao réussit quand même à devenir le boss, le leader en fait de sa petite armée. Et à ce moment-là, un événement majeur va bouleverser tous ses plans. Parce que en 1937, en fait, 2 ans après la fin de la longue marche, le Japon, qui est l'ennemi éternel de la Chine, s'apprête à l'envahir lors d'une guerre très très meurtrière. En fait, le Japon, déjà plusieurs années avant, ils avaient commencé à envahir la Chine, notamment en annexant la province de la Mandchourie, qui est à l'est du pays. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les Japonais, ils ne plaisantaient pas. En fait, ils étaient plus nombreux, ils étaient mieux équipés, et ils déciment les armées nationalistes chinoises dans les grandes villes comme des mouches. Et à ce moment-là, les soldats japonais sont alors connus pour leur rage au combat, préférant mourir en kamikaze et en se faisant tuer plutôt que d'être faits prisonniers. Et d'ailleurs, il existe une anecdote qui symbolise la terreur que vont connaître les Chinois face à l'envahisseur japonais, le massacre de la ville de Nankin. Parce qu'en effet, après avoir conquis la ville, les Japonais vont commettre des tueries de masse de prisonniers et des viols de milliers de femmes et d'enfants. Et cet épisode est un véritable traumatisme dans l'histoire de la Chine, car on estime qu'il a quand même causé la mort de 200 000 Chinois. Et d'ailleurs, autre exemple de la violence de l'invasion japonaise, le bunker de l'horreur. En fait, cet abri, il a été créé par une unité secrète de l'armée japonaise, l'unité 731. Dans ce bunker, dans les salles au sous-sol, des scientifiques japonais ont procédé à des crimes vraiment innommables sur des civils et des soldats capturés. Vraiment, c'était le laboratoire des savants fous. Et c'est environ 12 000 hommes, femmes et enfants qui furent assassinés. J'en avais parlé récemment sur ma chaîne Compte Fécond sur l'iceberg, sur les pires expériences scientifiques, si ça vous intéresse. En tout cas, voilà, pour vous donner un petit ordre d'idée, les Japonais avaient testé sur eux des grenades, des lance-flammes, mais aussi leur avaient injecté des maladies mortelles, exposés à des rayons X. Bref, toutes les victimes, peu ou prou, mouraient dans d'atroces souffrances. Et donc face à tous ces massacres, Chiang Kai-shek, le boss de la Chine à ce moment-là, est quand même mis en difficulté et pour ne pas qu'il se fasse complètement ravager et défoncer par les Japonais, on lui dit quand même de s'allier avec l'armée de Mao. Ils s'aiment pas, mais c'est toujours mieux de se battre entre Chinois contre un ennemi commun. Et d'ailleurs, ça tombe bien puisque depuis l'URSS, Staline conseille à Mao d'accepter une alliance avec les nationalistes. Faut dire quand même que les relations avec l'URSS sont plutôt bonnes pour Mao à l'époque. Les relations entre Mao et puis Staline, elles vont quand même partir un peu en sucette avec le temps. En tout cas, en 1936, l'accord de Xi'an est signé entre Chiang Kai-shek et Mao pour faire front commun donc contre les Japonais. Après, faut pas vous dire ils vont devenir meilleurs potes, ils vont se faire des petites soirées bouffe et tout, pas du tout. Ils vont juste cesser de se faire la guerre en attendant de repousser les Japonais. Et d'ailleurs, chacun entre les deux a sa stratégie. Alors que Chiang Kai-shek, lui, il adopte la stratégie d'essayer de reprendre les grandes villes aux Japonais, mais il se rend compte que ça marche pas beaucoup parce que du coup, il perd énormément d'hommes à chaque fois. Alors que Mao, lui, il se concentre sur les campagnes et les paysans. C'était un peu son truc à lui. Et là, pour Mao, le vent tourne à son avantage puisque il a une stratégie un peu meilleure qu'avant. Il résiste en mettant en place des petites guérillas. C'est-à-dire que ses soldats se cachent dans des petits villages et ils se mettent à harceler les soldats japonais par des petites attaques un peu plus efficaces. Après, il faut quand même tempérer. C'est-à-dire que la majorité des Japonais étaient quand même dans les grandes villes, donc la majorité en fait de la galère était absorbée par Chiang Kai-shek. Et puis en même temps, en restant planqué, Mao, lui, il parvient petit à petit à agrandir son armée et à l'équiper avec des armes soviétiques de meilleure
qualité et des munitions de contrebande. Et bon voilà, du coup tout ça, ça va durer plusieurs années. On est à ce moment-là en pleine Seconde Guerre mondiale et vous le savez, mais en 1945, le Japon va être obligé de capituler face aux États-Unis après avoir reçu 2 bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. À ce moment-là, les Japonais quittent la Chine pour rentrer dans leur pays et ils laissent derrière eux à peu près 80 millions de morts. C'est de nouveau une nouvelle guerre civile qui va démarrer. Et Mao, très malin, réussit quand même à convaincre une majorité de Chinois que, ce Chiang Kai-shek, c'est un traître. Parce qu'en fait, il a reçu l'aide des États-Unis pendant la guerre contre le Japon. À ce moment-là, l'armée de Mao reçoit de plus en plus de soutien des Chinois et, contre toute attente, il finit par battre le Kuomintang, qui est obligé de s'enfuir et de se réfugier sur une petite île, peut-être ça vous dira quelque chose, l'île de Taïwan. Imaginez bien, mais à ce stade, plus rien ne peut empêcher Mao d'arriver au pouvoir et de régner une bonne fois pour toutes sur toute la Chine. Toute la Chine, sauf Taïwan. Et du coup, le 1er octobre 1949, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que Mao est âgé de 56 ans, il déclare l'instauration de la République populaire de Chine. Et donc avec ce fameux drapeau-là que vous connaissez très bien. D'ailleurs, cette date est devenue aujourd'hui celle de la fête nationale en Chine. Je précise, mais la République populaire de Chine, aujourd'hui encore, c'est encore le parti au pouvoir. Bref, le jour J, pour célébrer tout ça, une gigantesque parade militaire est organisée par les soldats de l'armée de Mao, qu'on surnomme à ce moment-là d'ailleurs l'armée rouge. Des portraits de Mao sont affichés partout à Pékin et sont portés aussi par les soldats qui défilent. Là, ils défilent avec des chars et des camions que les soviétiques, donc l'URSS, leur a gentiment prêtés, ou aussi par des chars qu'ils ont volés à droite à gauche. Là, Mao Tse-tung prononce son discours du haut du balcon de la Porte de la Paix Céleste à l'entrée de la cité impériale de Pékin. Notre armée de libération populaire, appuyée par la population de tout le pays, luttant pour soulager le peuple de ses souffrances et pour lutter pour ses droits, a renversé le régime réactionnaire du gouvernement nationaliste. Le Conseil du gouvernement central du peuple de la République populaire chinoise a pris le pouvoir aujourd'hui dans la capitale et a décidé à l'unanimité de proclamer la création du gouvernement central du peuple de la République populaire chinoise. Sauf que vous imaginez bien, ok, c'est peut-être le big boss en fait de toute la Chine, sauf que la tâche qui l'attend est colossale. Là, il faut impérativement reconstruire tout le pays. Sa première idée, c'est de remercier les paysans qui l'ont aidé durant la guerre civile, et donc il demande à ce que les terres des grands propriétaires soient confisquées et redistribuées aux paysans pauvres. Il a en même temps œuvré pour l'alphabétisation en permettant l'ouverture d'écoles dans les campagnes. Il a mis en place aussi des grandes campagnes de vaccination dans toute la Chine pour faire baisser la mortalité infantile et augmenter l'espérance de vie. Et pour vous dire, Mao a même pris des mesures féministes avant-gardistes pour l'époque, en mettant en place l'égalité des salaires entre les hommes et les femmes, le droit à l'éducation pour les jeunes filles, et puis l'autorisation du divorce pour les femmes. Donc là, vous dites, ok, ça semble plutôt bien parti, mais à quel moment en fait ça a merdé dans l'histoire? Eh bien, déjà, à l'époque, Mao a signé un pacte avec l'URSS de Staline qui l'a aidé pendant la guerre civile. Il leur envoie des armes, tout ça, pour l'aider un petit peu à renverser les autres, quoi. Et du coup, là, sous l'influence de Staline, il va mettre en place les mêmes mesures que Staline met en place en URSS. Création de coopératives et collectivisation de l'agriculture, développement rapide de l'industrie lourde, sidérurgie, énergie et minerais. Et d'ailleurs, vous allez voir rapido qu'en fait, toutes ces mesures ne vont pas avoir l'effet souhaité sur le développement de la Chine. En arrière-plan, cette alliance avec Staline cache quand même une défiance mutuelle. Et Staline, comme vous l'avez vu en fait dans ma vidéo où on a parlé de son histoire, il a des aspects aussi très sombres. Alors déjà, Staline, il a tellement peu confiance en Mao que lorsqu'il invite à se rendre à Moscou en 1949, il aurait confié à ses services secrets une mission un petit peu spéciale, quoi. En effet, les services secrets russes auraient trafiqué les toilettes de la chambre de Mao pour qu'elles ne soient pas reliées aux égouts, mais à des boîtes secrètes de prélèvement. Concrètement, ça veut dire qu'en fait, les excréments de Mao auraient été récupérés et envoyés à un labo secret pour être étudiés par des scientifiques soviétiques. Là, les scientifiques auraient alors cherché des substances pour essayer d'associer ça à des traits de caractère. Typiquement, si vous aviez en fait dans vos selles de l'acide aminé tryptophane, ça traduisait que vous étiez une personne calme et accessible. Alors qu'un manque de potassium était le signe de troubles nerveux et d'une personne qui souffrait d'insomnie. Mais bon, le pire dans cette histoire, peut-être, c'est que personne ne sait ce qui a donné les résultats. Est-ce que ça a marché? Est-ce que c'était bullshit? On sait pas. Même si, plus tard, on a appris quand même que Mao était réellement insomniaque et complètement addict aux somnifères. Et ce que je vous ai dit dans ce secret, vous verrez que ce n'est qu'un aspect parmi beaucoup de l'hygiène de vie assez horrible de Mao. Du coup, voilà, les années 50 passent et là, Mao essaye, tant bien que de mal, de reconstruire la Chine avec l'aide de ses amis soviétiques. Sauf qu'au bout de quelques années, en 53, Staline meurt et là, son successeur, qui s'appelle Nikita Khrouchtchev, lui succède donc à la tête de l'URSS. Là, alors que Mao, il avait quand même peur de Staline, il est quand même moins impressionné
par Khrouchtchev. Et puis avec les années qui passent, eh bien Mao, il est de moins en moins en accord avec la vision des soviétiques. Et donc il va alors saisir l'occasion pour montrer à son peuple qu'il est en réalité au-dessus des autres chefs communistes. Donc quand le nouveau boss de l'URSS, Khrouchtchev, arrive au pouvoir, eh bien Mao lui dit passe, viens me faire un petit coucou, et donc il l'invite en Chine pour une visite officielle. Sauf que là, à peine arrivé, eh bien Mao va loger Khrouchtchev dans une chambre d'hôtel vieillotte, sans climatisation et en plein été. Et alors que Khrouchtchev, lui, déteste la fumée de cigarette, il n'est pas fumeur, eh bien Mao va passer son temps à fumer à côté de lui juste pour l'emmerder. Et enfin, en vengeance ultime, il va l'inviter à se baigner dans une rivière en présence de journalistes, en sachant pertinemment que Khrouchtchev ne savait pas nager, donc qu'il allait être encore plus vulnérable. L'humiliation est totale et Mao tient sa vengeance face aux soviétiques qu'il méprisait. Et d'ailleurs, à ce moment-là, Mao fait bien passer le message, il n'est plus le jeune révolutionnaire faible de la longue marche. Maintenant, c'est le maître tout-puissant de la Chine et le véritable leader du Parti communiste. Et d'ailleurs, quelques années après, il décide ni plus ni moins que de rompre l'alliance avec l'URSS. Là, le pouvoir est en train de véritablement lui monter à la tête et à partir de maintenant, plus personne ne va pouvoir l'arrêter. Eh bien, les années passent et alors que Mao Zedong est âgé alors de 65 ans, là il lance ce qu'on appelle le grand bond en avant. En gros, c'est simple, il va accentuer les politiques de production agricole et industrielle pour moderniser rapidement le pays. Sauf que le petit souci, c'est qu'il n'en fait qu'à sa tête, il n'écoute pas les experts qui le conseillent et d'ailleurs il n'aime pas être contredit et donc rapidement, il les emprisonne lorsqu'ils ne vont pas dans son sens, quoi. Typiquement, il impose des objectifs irréalistes et il demande des efforts surhumains aux ouvriers de la sidérurgie. Et donc le pire, c'est qu'ils doivent travailler alors jour et nuit et à des vitesses tellement rapides que, au bout du compte, l'acier qui en sort est tellement bas de gamme qu'il est inutilisable, souvent. Et du côté des campagnes, la situation est pas meilleure. Ils demandent tellement à ces paysans de produire en fait des céréales et compagnie que ça fait l'effet inverse, ils sont encore moins productifs. Voilà, ça se dégrade de plus en plus. Et là, vous pensez que Mao, il va changer de stratégie? Eh bien, pas du tout. Il va faire qu'empirer les choses. Bon, à ce moment-là, ses conseillers, qui se tiennent quand même à carreau, ils lui suggèrent peut-être de nouer des alliances avec les États-Unis pour développer le commerce international. Sauf que pour lui, c'était impossible. On était en pleine guerre froide, il était impensable de s'allier aux États-Unis. Alors là, du coup, il réfléchit, Mao, il se dit, mais en fait, c'est simple, on est trop, il y a trop de Chinois, on peut pas les nourrir tous ces gens. Et il propose alors aux États-Unis de leur envoyer 10 millions de femmes chinoises, et donc du coup que ça renforce un peu le lien entre les deux pays. C'était son plan en tout cas. Son argument était, je cite, la Chine est encore un pays très pauvre, et la seule chose que nous avons en excès, ce sont les femmes. Bon, finalement, les Américains, eux, ils refusent, mais ça, c'était pas la pire de ses idées. Parce que quand on lui dit que les récoltes sont mauvaises, Mao dit que c'est la faute des moineaux et des rats qui dévorent les récoltes. Et donc, il lance ce qu'on appelle la campagne des 4 pestes. Il va ordonner à la population chinoise de tuer tous les moineaux, les rats, les moustiques et les mouches du pays. Et donc, pour que ce soit convaincant, évidemment, il fait les choses en grand, et donc il va y avoir des affiches de propagande à plein d'endroits qui vont montrer des enfants tout heureux avec des cadavres de moineaux et de rats attachés entre eux. Et donc, les Chinois vont détruire les nids des moineaux, ils vont asperger d'insecticides tous les jardins et ils vont même frapper avec des casseroles pour faire fuir les oiseaux. Résultat des comptes, toute la chaîne alimentaire va être bouleversée. Là, les moineaux, ils se barrent donc, sauf qu'en se barrant, ça va amener la prolifération des criquets et des sauterelles qui, eux, sont quand même vénères et vont bouffer les récoltes bien plus vite. En plus de ça, pile à la même période, le pays connaît de grandes inondations et de très fortes sécheresses. Et là, ça va être alors le début d'une gigantesque famine qui fera, au bas mot, 35 millions de morts. La faim est terrible. Quand on a dévoré jusqu'à l'écorce des arbres, il ne reste que la fiente des oiseaux, le charbon et la chair des cadavres. Il y a eu des dizaines de milliers de cas documentés. Même au sein des familles, il y a eu du cannibalisme. Beaucoup sont devenus fous. Dès que quelqu'un s'opposait aux saisies, ramassait un épi de maïs vert ou s'enfuyait pour mendier, il était puni d'une mort terrifiante. Et ça, c'est peut-être la plus grande erreur de Mao, c'est d'avoir voulu faire passer en force sa vision utopique. Et du coup, comme il sait qu'il a merdé, il n'a pas envie de l'admettre, surtout pas à son peuple, ça le rendrait faible sinon, et du coup, il va tout faire pour leur cacher la vérité, et utiliser sa meilleure arme, c'est-à-dire la propagande, pour faire comme si la famine n'existait pas. Et en fait, pendant que les gens sont en train de crever de faim dehors, lui, il organise tout simplement des grands dîners dans sa résidence, à l'abri du regard du peuple. Au menu, on a du porc, de l'agneau, le tout servi avec du bouillon, des légumes, et puis des piments, qui symbolise selon lui le feu révolutionnaire. Et puis Mao se fait aussi régulièrement livrer du poisson, de la viande, des légumes, du thé. Les soirées sont arrosées bien sûr d'alcool de blé et la population de l'époque n'est pas du tout au courant de tout ça parce que sinon ils apprécieraient que modérément. Parce que si on regarde les films de l'époque, on voit plutôt des fermes remplies d'animaux et de fermiers heureux. D'ailleurs, Mao interdisait à la presse et à la population de prononcer le mot famine sous peine d'être emprisonné. Et là, pour la première fois, alors que ça va vraiment pas fort, les Chinois vont commencer à remettre en question les décisions de Mao. Est-ce
que c'est vraiment le grand leader dont on nous parle, machin? Ils sont plus sûrs. Même au sein de son propre parti communiste, eh bien, il y a de plus en plus de doutes. Il décide alors de se retirer du devant de la scène politique. Il fuit Pékin et là, il va alors passer une bonne partie de son temps à la campagne. Il fait alors de nombreux voyages en train pour aller à la rencontre des paysans, passer ses journées à méditer, à marcher tout seul. Et là, vous dites, ah bah c'est bon, c'est la période où il va enfin se calmer, il va devenir sage. Pas du tout. En réalité, il prépare un comeback fait de terreur et du culte total de sa personnalité. Et bien voilà, le temps passe, on est au début des années 60 et là Mao commence à se faire quand même vieux. Il a alors 72 ans et il tente alors son grand comeback politique. Là il va convier alors des journalistes pour relayer un événement censé symboliser son comeback parce qu'il nage symboliquement dans le plus grand fleuve de Chine, le Yangtze, pour montrer qu'il est encore vaillant et courageux. Et c'est alors pour lui le début d'une grande campagne de propagande à sa propre gloire et qu'on appelle la révolution culturelle. En fait le but de Mao à ce moment-là c'est de redorer son image publique parce qu'elle a quand même été amochée avec toutes les merdes qu'il a fait quoi quand même. Et en même temps, tant qu'à faire, de zigouiller ses opposants politiques au sein de son propre parti. Et là alors, sa première arme, c'est un livre qui va compiler toutes ses pensées et c'est le Petit Livre Rouge. C'était un exemplaire comme celui-là. Là, il le fait diffuser déjà auprès de la jeunesse chinoise, qui est déjà bien biberonnée à la propagande communiste depuis qu'ils sont petits, donc ça passe plus facile. Dans ce livre, eh bien, il veut combattre ce qu'il appelle les 4 vieilles. Les vieilles idées traditionnelles et bourgeoises, les vieilles cultures avec les arts, la littérature classique, mais aussi les vieilles coutumes et les traditions de l'ancien régime, et enfin, les vieilles habitudes et notamment l'individualisme des anciens. Qui de mieux que les jeunes pour l'aider à diffuser son message? Et donc, Mao, il va tout miser sur eux, car il sait que ce sont les premières victimes des inégalités sociales et de la société conservatrice chinoise. Au départ, Mao, il est plutôt soft. Il demande juste aux jeunes de placarder des témoignages d'injustice sur les murs de la ville de Pékin. Et en fait, ces affiches, appelées Dazibao, elles vont dénoncer tous les ennemis du régime de Mao. Sauf que les affiches, c'est bien mignon, mais Mao, lui, il veut aller plus loin. Et du coup, il va créer une véritable armée de jeunes révolutionnaires, particulièrement fans de ses idées, et c'est ce qu'il va appeler les gardes rouges. En fait, Mao oblige tous les étudiants à posséder un exemplaire du Petit Livre Rouge, mais aussi à porter des vestes identiques à celles qu'ils portent, qu'on appelle d'ailleurs encore de nos jours des vestes à col Mao. En 66, Mao fait organiser une grande manifestation qui regroupe presque 1 million de jeunes, donc de gardes rouges, sur la place Tiananmen de Pékin. À partir de ce moment-là, la révolution culturelle va basculer dans l'horreur. Tout le monde était entraîné par le mouvement, et vous ne pouviez pas y échapper, même si vous le vouliez. Toute forme de gentillesse ou de beauté en moi était complètement et irrémédiablement formatée. Quand ma mère a osé critiquer Mao, je l'ai dénoncé. Elle a été arrêtée et exécutée. Je ne me le pardonnerai jamais. Et donc au final, les victimes des gardes rouges, c'est principalement des politiciens, des intellectuels, des artistes, des professeurs qui concrètement ont osé critiquer Mao. Et donc les traîtres, on va dire du coup, de la révolution sont arrêtés, ils sont torturés et ils sont humiliés publiquement. D'ailleurs, parfois on les oblige même à porter des pancartes avec des insultes accrochées au cou. Rien qu'à Pékin, la révolution culturelle aura fait 10 000 morts parmi les opposants de Mao. Et dans le reste du pays, on compte à peu près 7 millions de victimes. C'était vraiment un bain de sang. Loin de calmer le jeu, Mao, lui, il encourage les massacres et il interdit à la police d'intervenir. Et en tout cas, ça fonctionne puisqu'il finit par retrouver le pouvoir total en ayant fait faire le sale boulot par des jeunes qui lui vouent un véritable culte. Waouh! Et d'ailleurs, Mao ne manque même pas une occasion de se mettre en avant comme le grand sauveur de la Chine. En témoigne par exemple un épisode assez étrange, c'est la création du culte des mangues. En fait, en 1968, le ministre des Affaires étrangères pakistanais offre une caisse de mangues à Mao Zedong. Et là, Mao met en scène cette offrande et il ordonne à ce qu'elle soit distribuée à des travailleurs. Là, ses partisans voient alors en ce geste la preuve d'une grandeur d'âme, prête à se sacrifier pour le peuple. Là, la mangue devient alors le fruit qui symbolise la grandeur de Mao. À partir de là, ça marche tellement qu'en fait, des répliques de mangues qui sont faites en cire vont se vendre dans tout le pays pour permettre aux Chinois d'afficher chez eux leur soutien symbolique à Mao. Et si, de son point de vue, la révolution culturelle est un grand succès, il ferme quand même vachement les yeux sur tout le bordel qu'il vient de créer. Parce que les gardes rouges, quand même, je le rappelle, c'est juste des lycéens ou des étudiants. Très rapidement, ils se prennent au jeu et ils terrorisent tout le monde. Et d'ailleurs, à un moment, ils vont se nommer entre eux traîtres par-ci, par-là, et donc ils vont se battre entre eux, et donc ça va créer plein de petits camps. Là, Mao, il se dit, wow, c'est too much, là, ça va trop loin, et donc il est obligé de faire intervenir la police et l'armée. Et à partir de là, la Chine va alors s'enfoncer dans le chaos et l'anarchie totale. À ce moment-là, si vous habitez dans un autre pays et que vous suivez un peu les journaux, vous avez l'impression que la Chine est devenue un énorme foutoir dont il faut vraiment se méfier. Sauf que Mao, lui aussi, il se méfie des autres pays. Et d'ailleurs, dans un contexte de guerre froide, il va même essayer de préparer
son pays à la guerre. Parce que selon les rapports de ses espions aux États-Unis et en URSS, eh bien ces deux grosses puissances, un jour, pourraient frapper la Chine avec des bombes nucléaires pour bien les calmer. Et donc dans les années 60, Mao décide de faire construire une usine secrète pour fabriquer à son tour une bombe nucléaire. C'est appelé alors la centrale 816 et c'est un gigantesque complexe de 20 km creusé dans les montagnes. Les travaux sont gardés secrets et sont menés par 60 000 soldats dans des conditions extrêmement difficiles. D'ailleurs, les années passent et la construction est tellement laborieuse qu'elle est stoppée dans les années 80. Et en même temps, ça tombe bien puisque les relations entre la Chine, États-Unis et URSS s'améliorent après le règne de Mao. Donc au final, la centrale 816 n'aura pas été terminée ni utilisée. Elle aura coûté l'équivalent de 11 milliards d'euros pour rien. D'ailleurs, il faudra attendre 2002 pour que son existence soit révélée aux Chinois et qu'elle soit au final transformée en musée en 2010. En fait, cette anecdote, elle est symbolique des délires de Mao et de sa paranoïa. Il sent clairement que la révolution culturelle, ça lui a peut-être permis de redorer son image, mais il sait aussi qu'elle est quand même vachement partie en vrille. Et que, à cause de ça, bizarrement, son pouvoir est de nouveau menacé. Et là, il va alors décider de se mettre un peu en retrait pour la fin de sa vie. Sauf que vous allez voir qu'à l'approche de sa mort, ça ne va pas l'empêcher de se comporter comme un monstre jusqu'à la fin. Là, à ce moment-là, on est au début des années 70, Mao, il approche des 80 ans et il est, mine de rien, au sommet de sa gloire. Sauf qu'il y a quand même une chose qui cloche, il est vraiment en très mauvaise santé. D'ailleurs, dans son ouvrage intitulé « La vie privée du président Mao », son ancien médecin personnel, qui s'appelle Li Zisui, il livre une description assez peu reluisante sur le grand timonier. Tout d'abord, sachez-le, mais Mao ne se lavait jamais les dents. En fait, il préférait mâcher des feuilles de thé. Et là, quand son médecin lui fait remarquer qu'il faudrait peut-être un peu les laver, Mao lui répond que le tigre ne se brosse jamais les dents. Un résultat, du coup, tigre ou pas tigre, à la fin de sa vie, il a une dentition horrible et les dents pourries et noircies. Mais sa dégradation physique s'arrête pas là. En tant que gros fumeur, il a développé des sacrés problèmes aux poumons. D'ailleurs, il semblerait qu'il se rendait à certaines réunions avec un masque à oxygène. Et pire, vers la toute fin, il ne pouvait même plus marcher et il n'était pas autonome. D'ailleurs, quand son médecin lui a dit qu'il avait chopé une IST qui risquait de contaminer ses maîtresses, Mao lui a dit qu'il s'en foutait et que, je cite, il lavait son corps dans celui des femmes. Certaines sources affirment aussi qu'il était atteint de la maladie de Parkinson, et détail peu ragoûtant, mais sa dernière épouse, Zhuang Qing, l'aidait même à faire ses besoins manuellement. En fait, Mao était constamment constipé et donc il fallait bien sortir ce qu'il fallait sortir. Bref, avec la vieillesse, Mao devient aussi monstrueux physiquement que moralement. D'ailleurs, en parlant de Zhuang Qing, donc la dernière épouse de Mao, elle va tenter de préparer l'avenir du régime maoïste en succédant à son mari. En réalité, Mao est tellement diminué physiquement, il en peut plus que c'est en fait souvent elle qui va tirer les ficelles du régime en coulisses. C'est par exemple elle qui va demander à l'armée de s'attaquer aux gardes rouges qui, entre-temps, sont devenus incontrôlables. Elle était jugée cruelle, voire même carrément folle par une partie de la population et d'ailleurs les Chinois lui avaient trouvé un petit surnom, c'était la sorcière aux os blancs. Et ainsi, c'est le 9 septembre 1976 à Pékin que Mao meurt à l'âge de 82 ans. Et il va succomber à une succession de 3 AVC. La foule va alors se presser sur la place Tiananmen pour pleurer la disparition du grand timonier. Ils sont alors des millions et des millions à se recueillir sur sa dépouille exposée dans la grande salle du peuple. Là, le corps de Mao est rapidement embaumé à la manière d'une momie, ses organes sont placés dans du formol et son corps est placé dans une sorte de cercueil de verre sous vide pour le conserver. Et là, la décision de construire un mausolée pour accueillir sa dépouille est prise et les travaux vont alors durer 6 mois. Et son portrait officiel est affiché au niveau de la grande porte de la place Tiananmen, donc encore aujourd'hui, si vous allez en Chine, vous le trouverez au même endroit. En tout cas, politiquement, là, la page se tourne avec l'arrivée au pouvoir de son successeur qui s'appelle Deng Xiaoping. Là, ce dernier va essayer de corriger le tir en abandonnant les politiques radicales de Mao et en ouvrant la Chine sur une économie mondiale. Et bien factuellement, ça a permis une croissance économique spectaculaire et une modernisation du pays jusqu'à le faire devenir petit à petit la puissance mondiale qu'on connaît aujourd'hui. En tout cas, même encore aujourd'hui, en Chine, l'influence de Mao est vraiment perceptible. Par exemple, les générations plus anciennes et les habitants des campagnes sont encore vraiment sous l'emprise d'une propagande qui les rend assez nostalgiques de l'ère où il était là. En oubliant toutes les merdes qu'il a fait, évidemment, c'est plus simple. Par exemple, en 2016, une statue de 36 mètres de haut à l'effigie de Mao a été construite par les habitants du village de Zhushigang dans la province de Tongzhou. Et donc, en réalité, le régime chinois, il est devenu quand même très capitaliste, mais extrêmement autoritaire, avec une histoire très contrôlée, liberté très restrictive. Mais avant de terminer cette histoire, il y a un dernier secret que je dois vous raconter, et à laquelle les Chinois ont eu très peu accès, c'était la vie intime de Mao. Parce que elle aussi, un peu à l'image de sa vie politique, elle était faite de violence et d'excès en tout genre. Par exemple, toutes les années au pouvoir, Mao organise en secret avec ses hommes de confiance de grands ballets avec des danseuses nues, de l'alcool et de la drogue. Et lors de ces soirées, il était convenu que l'une des danseuses finissait la nuit dans son lit.
Parmi ses groupies, alors qu'il avait quand même à ce moment-là 68 ans, Mao a couché avec une jeune fille âgée de 14 ans, une certaine Chen Luan. Pendant longtemps, cette relation a été cachée et tout a été fait pour garder cette histoire secrète. D'ailleurs, en 1986, elle avait été emprisonnée par le régime chinois pour la punir d'avoir parlé un jour de sa relation avec Mao, après qu'il soit mort. Et elle, une fois libre, elle s'est réfugiée à Hong Kong pour fuir le régime chinois qui l'aimait pas trop, quoi. D'ailleurs, dans une interview, elle a déclaré que Mao était à la fois un ange pour sa vision idéologique, pour les prolétaires, mais aussi un démon car il était cruel avec ceux qui l'entouraient et il ne pensait qu'à lui. Eh bien voilà pour ce résumé, on va dire, de l'histoire de Mao Zedong. En tout cas, aux yeux du Parti communiste chinois, le bilan de Mao est, je cite, 70% bon, 30% mauvais. N'hésitez pas à débattre en commentaire sur tout ça, et puis si vous avez des idées de personnages que vous voulez voir abordés, n'hésitez pas à le dire, bien entendu, ici. Et bien, en tout cas, quant à nous, à bientôt pour d'autres portraits de personnages tout aussi fascinants que sombres. Bye.